Bon, il est 10h02. J'espère que vous êtes en forme. Merci à tous et à tous d'être là ce matin. Et j'ai pas mon mouchoir dans ma poche, c'est super. Si je commence à trop renifler, je vais faire une pause. Donc, j'espère que vous êtes en forme. Il est 10h03. On est aujourd'hui le mardi 26 septembre 2023, les amis. Eh ouais, mois de septembre 2023, 26. Le 27 septembre, c'est demain. Et demain, c'est un jour important, les amis. C'est un jour important. C'est l'anniversaire de ma fille. Troisième fille. Et accessoirement le mien aussi, mais c'est pas le plus important. Donc, n'hésitez pas à vous réabonner ce matin si vous souhaitez un joyeux anniversaire à ma fille un jour à l'avance. N'hésitez pas à vous réabonner. Ça sera un petit cadeau super cool, quoi. Voilà. Et encore merci aux 118 personnes qui sont abonnées. C'était hier l'anniversaire de la tienne, Caro. Eh ben, bon anniversaire à ta fille, Caro. Et voilà. Bon anniversaire à elle. C'est magnifique. Les balances, c'est les gens les plus faciles à vivre, paraît-il. Donc encore merci à tous les abonnés. Hein. Là, vous êtes 118, donc c'est vraiment cool. 120, non? 120, je vois là. Que vois-je? 120, mais oui, 120. Oh là là, j'avais vu 118 tout à l'heure. 120. Incroyable. Donc ça c'est vraiment cool. Noémie va avoir 4 ans demain. 4 ans demain. Donc le temps passe, effectivement, le temps passe. N'hésitez pas s'il y en a qui hésitent encore à s'abonner à notre chaîne Twitch. Sachez que vous avez jusqu'à la fin du mois de septembre, jusqu'au 1er octobre même, enfin, jusqu'à la fin de septembre, fin du mois de septembre, quoi, jusqu'à minuit, quoi, pour vous abonner à notre chaîne Twitch, ou à n'importe quelle chaîne Twitch que vous suivez, en payant jusqu'à 30% moins cher, voilà. C'est tout le mois de septembre, chaque année Twitch fait ça, pour, je pense aussi, relancer les abonnements après un été plus difficile, pour beaucoup de streamers Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez Amazon Prime, bon bah pour vous c'est gratuit, vous avez juste à cliquer tous les mois sur se réabonner gratuitement. Et si vous n'avez pas Amazon Prime et que vous avez envie de tester l'abonnement, qu'est-ce que ça vous apporte vous? Ça vous apporte d'avoir les replays sur Twitch, instantanément. Ça c'est le plus gros des avantages. Et vous avez un chat plus rapide, qui n'est pas lent, et vous avez aussi moins de publicité sur les lives, ou même pas de publicité des fois. Et sur les replays, normalement, vous avez 0 pub sur les replays Twitch. Encore une fois, si vous avez de la pub sur les replays Twitch, vous me le dites, c'est que j'ai oublié de décocher un bouton. Voilà. Donc je reviendrai ensuite sur le truc et je recocherai ce bouton-là. Voilà, voilà. Donc encore merci pour tous vos abonnements, tous les gens qui regardent les lives et les replays. Ce matin, les amis, on est donc le mardi, on va parler argent. Je suis en train de lire le chat en même temps. Salut à toi, Okats. Salut, Okats. Ah, toi aussi, ta fille est née le même jour que toi? Non, elle est née le lendemain. Ton anniversaire, t'as eu des contractions pour ton anniversaire. Et bah voilà, bah, ma femme, elle a eu des contractions pour mon anniversaire. Et ma fille est née le jour de mon anniversaire. C'est particulier, mais je pense pas être le seul et unique au monde. Je pense que c'est des cas que tu retrouves très fréquemment, ça. Donc, ce matin, alors, j'ai modifié le titre. Donc, je vais voir avec vous 2 trucs importants. Ce matin, j'ai envie qu'on parle d'immobilier. Parce que ça se bouscule un peu sur le marché de l'immobilier là en 2023, et fin d'année 2023, ça va pas en s'arrangeant. Hein. On va parler de ça, et puis on va aussi parler de l'intervention de notre grand président de la République, Emmanuel Macron. Il y en a qui croiront vraiment que je le mets sur un piédestal, genre c'est mon patron, mon dieu vivant, c'est juste pour la blague. Hein. Mais donc, Macron a parlé dimanche soir, si je dis pas de bêtises, ou samedi soir, je sais plus. J'ai pas écouté, moi, c'était dimanche soir. J'ai regardé Stade 2, moi. J'ai regardé Stade 2 dimanche soir. Donc je n'ai pas écouté Emmanuel Macron, j'ai juste fait un petit tour de son... Voilà. Petit résumé, là, de ce qu'il a pu nous dire Manu. Donc ce dimanche soir, il a parlé de pas mal de choses. D'écologie, il a parlé de géopolitique en parlant du Niger, etc., etc. Il a parlé aussi un peu de pouvoir d'achat.
notamment sur les carburants. Voilà. Donc là, je suis tombé sur un petit article qui reprend un peu toutes ces petites phrases. Voilà, c'est bien, c'est intéressant. C'est juste c'est bien que les journalistes fassent ça, franchement, ça c'est cool. Ils ont repris toutes les petites phrases. Là, c'est un article de l'Indépendant. L'Indépendant, c'est un article catalan, un journal catalan en plus, si je dis pas de bêtises, ça. Non, l'Indépendant, c'est catalan, ça. C'était le journal de Perpignan, ça, non? Je me rappelle plus, là, j'ai un doute. J'ai un gros doute, mais je crois que l'Indépendant, c'est un journal de Perpignan. Et donc, il y a, bah voilà, et toutes ces petites phrases sur... moi, on va pas parler des migrants ou d'écologie, on va parler juste d'argent. Hein. On va parler que d'argent le mardi, là, le mardi, c'est que ça. Voir un peu tout ce qu'il a dit sur le pouvoir d'achat. Je vais vous faire un petit résumé vite fait, quoi. Pourquoi est-ce que Macron a parlé? Est-ce que c'est parce qu'il y avait les sénatoriales? Alors j'en ai aucune idée, Caro, je sais pas pourquoi est-ce que Macron parlait dimanche soir. J'en ai aucune idée. Oui, il y avait les sénatoriales, effectivement, mais sachant que les sénatoriales, c'est pas nous qui votons, c'est... donc je pense pas que l'intervention d'Emmanuel Macron ait pu avoir quelque impact que ce soit sur les sénatoriales. J'ai pas trop suivi ce qui s'est passé au Sénat, j'ai pas encore trop regardé, je regarderai ça, et puis on en parlera peut-être jeudi soir pour le live actu. Mais, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi elle a parlé dimanche, s'il y en a qui ont une information, parce qu'il se passe pas grand-chose de très palpitant en France ces derniers mois. La France, il n'y a pas trop de problèmes, à part la grosse crise au Niger, où la France est directement touchée, parce que la France est directement visée. Voilà. Mais à part ça... Ouais, il a parlé aussi d'immigration. Ouais, il y a il y a beaucoup, beaucoup de migrants là qui sont arrivés, je crois plus de 8 000 ou plus de 10 000 qui sont arrivés la semaine dernière en Italie, mais je pense pas que Macron ait parlé pour ça non plus. Il y a aussi la visite du roi Charles là qui est venu. Mais je sais pas pourquoi, il a calé ça là. Des fois il parle, Macron, tu sais pas pourquoi, et des fois tout le monde attend qu'il parle pas, donc bon. C'est la magie de la présidence. La visite du pape aussi, effectivement, il y avait le pape aussi qui était là au stade Vélodrome. Le pape qui a fait une messe au stade Vélodrome, ça me fait rire, moi ça me fait rire. Je rigole pas parce que je critique la religion, mais si, je critique un peu quand même. Moi je suis athée, hein, donc je serai toujours très pincé en rire quand ça concerne la religion, quelle qu'elle soit, mais ça m'a beaucoup fait rire, cette messe du pape au stade Vélodrome. Mais on va pas en parler, ce matin on va parler d'argent. Salut à toi Darklow, comment ça va? Merci à toi pour ce commentaire. Donc ce matin, j'ai envie de parler avec vous donc voilà, qu'est-ce que Macron a dit? Et ensuite, on va revenir sur l'immobilier et je vais utiliser une question de Marina qui remonte à pas mal de mois en arrière, qui m'avait posé une question sous un vlog, qui m'avait dit voilà, j'aimerais que tu refasses un petit point sur l'investissement locatif, les SCPI, le crowdfunding immobilier. Donc, bah Marina, si je dis pas de bêtises, c'est Maza. On va faire le petit point immobilier ce matin. Je sais pas si elle est avec nous ce matin, Maza. J'ai pas l'impression, donc tu verras ça en replay tranquillement. Mais voilà, ce matin, donc je vais utiliser sa question pour qu'on reparle un peu d'immobilier, parce que j'ai l'impression que ça fait plus de 6 mois qu'on n'a pas parlé d'immobilier en fait. Enfin, j'ai l'impression que ça fait très longtemps. Salut à Caro et salut à tous ceux qui arrivent. Alors, on commence par les petites phrases d'Emmanuel Macron, les petites annonces, entre guillemets, qui concernent notre porte-monnaie. Donc, son intervention, elle a duré 30 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Elle a commencé à 20h et elle s'est terminée à 20h30, quoi, plus ou moins, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. C'était pas une intervention très très longue. Au niveau des annonces, donc déjà au niveau carburant, il y a une petite chose qui m'a fait rire, c'est que la semaine dernière, mardi, je vous disais, bon, Macron a annoncé, non, c'était pas Macron, c'était Elisabeth Borne. Je vous ai dit, mardi dernier, c'était mardi dernier, il y a une semaine tout pile,
je vous disais, Elisabeth Borne nous annonce que les distributeurs de carburant, grande surface, stations-service Total, Shell, Elf, Esso et compagnie, pourront vendre le carburant à perte. Et moi, je vous disais la semaine dernière, je vous disais, bah, pourquoi pas, même si en soi, les petits distributeurs, ça risque de leur coûter cher et qu'ils risquent de fermer, les petites stations. Et je vous disais, mais moi, je vois bien, pourquoi pas, Michel-Édouard Leclerc vendre à perte son carburant pour justement attirer le client et faire du Leclerc, casser les prix, en faisant la promotion, toujours la même chose avec Leclerc. Nous, on est là pour le pouvoir d'achat des Français, on ne pense qu'au pouvoir d'achat des Français. Bon, ce qui en soi est faux, hein. J'aime beaucoup Leclerc, je fais mes courses à Leclerc, mais il m'a fallu quelques années pour me rendre compte que, bon, derrière cette belle promesse de prix pas cher, de je fais attention au consommateur et à son pouvoir d'achat, Leclerc, il pense surtout à son pognon à lui, hein, soyons honnêtes. C'est un des plus gros entrepreneurs de France et il est très bien vu par une grande majorité des Français, alors que bon, pour moi, Leclerc, il peut être mis au même niveau que certains grands milliardaires français qui sont patrons de plus grosses boîtes. Vous voyez, donc, mais je m'étais dit, voilà, Leclerc, il va peut-être continuer là-dedans, en disant, allez, je vends mon essence 10 centimes moins cher, je perds de l'argent sur mon essence, mais c'est pas grave, je me rattraperai, puis je vais attirer des gens, mon image va s'améliorer, etc., etc. Bon, je me suis trompé, parce que le mardi après-midi ou le mercredi matin, je tombe sur un tweet. La grande distribution refuse de vendre à perte. Leclerc, Carrefour et Intermarché se sont déjà engagés à ne jamais vendre de carburant à perte. Et en gros, ils trouvaient cette annonce du gouvernement complètement choquante, etc. Ouais, je m'étais complètement trompé. Et là, dimanche soir, il y a Macron qui dit, bon bah finalement, cette annonce d'autoriser la vente à perte pour le carburant, on va la mettre en stand-by, mais on la garde, et on la garde comme une menace. Enfin, il a dit quelque chose comme ça. En gros, cette annonce de les distributeurs pourront vendre le carburant à perte, quand le gouvernement a dit ça, moi j'avais pas vraiment compris, mais en fait, leur idée, c'était de provoquer auprès des distributeurs une petite peur et de les menacer, entre guillemets, de leur dire, bon ben, on vous autorise à vendre à perte, après, vous allez faire votre popote. Et c'est là-dessus que le gouvernement misait, et mise encore, parce que Macron l'a dit, dimanche soir, il a dit, on garde ça sous le coude. De pouvoir abaisser les seuils de vente à perte, on le garde sous le coude. Et s'il faut, ils vont le faire passer. Et il suffit qu'il y ait un seul distributeur, une seule station, peu importe laquelle, le groupe Super U, le groupe Casino, j'ai qui encore là, parce que Leclerc a dit, le groupe Auchan, voilà, bref. Il suffit qu'un seul groupe décide de, ok, on va vendre à perte, même de 5 centimes, et ben tous les autres, ils vont être obligés de le faire. Il va être obligé de le faire. Et même si certains vont communiquer en disant non, nous on refuse, c'est une honte, etc. Bah ouais, mais s'il y en a un qui décide de vendre à perte, ça, ils seront obligés de s'aligner derrière. Et donc, en gros, là, ce que le gouvernement essaye de faire, j'ai l'impression, c'est quand même de mettre une petite pression sur les distributeurs de carburant et aussi sur la grande surface, parce que les deux sont quand même liés, parce qu'il y a eu une annonce aussi par rapport à l'agroalimentaire que Macron, une petite phrase que Macron a fait. À mon avis, c'est lié. Ils ont en tête, avec Bruno Le Maire, là, le ministre de l'économie, ils ont, je pense, cette idée en tête de... Mais ce qui est dommage, c'est que c'est pas communiqué en ce sens, et du coup, les Français se rendent pas compte de ça. Et c'est un peu ce qui est dommage avec ce gouvernement, c'est que je trouve qu'ils font des bonnes choses, mais ils communiquent vraiment pas bien. Et du coup, les Français moyens, vous, moi, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à prendre la mesure des mesures qui sont mises en place. Et je trouve que Bruno Le Maire, moi, c'est un très bon ministre de l'économie, et il essaie de faire beaucoup de choses.
Après, est-ce qu'il a les résultats? Est-ce qu'il va avoir les résultats d'ici 2027? Ça, c'est affaire à suivre. Mais je trouve que le maire, il met beaucoup, beaucoup de pression sur la grande distribution, sur les grands groupes industriels, etc., pour que les prix baissent. Il fait attention à beaucoup de choses. Et sur le carburant, voilà, il y a aussi... ils ont des idées en tête. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, la baisse de taxes sur le carburant n'est absolument pas une solution pérenne, hein, pas du tout. Hein. Je ne vais pas refaire mon discours de la semaine dernière, mais voilà, on a vu la baisse de TVA en restauration n'a pas marché. Nous, les consommateurs, on continue de payer 1,50 € ou 2 € notre expresso. Vous vous rendez compte quand même, hein, que vous allez dans un restaurant, vous allez payer 1,50 €, et encore si vous trouvez un café à 1,50 € maintenant, bravo à vous. C'est plus 1,80 €, 2 €, voire 2,50 €, voire 3 € à Paris, pour l'expresso, hein, je vous parle même pas des cafés latte frappés, cappuccinaté et compagnie thé. Hein. Vous vous rendez compte qu'on paye en 2023 notre expresso quand même à 2 €. La petite tasse de café. Je ne sais même pas combien le restaurateur fait de marge là-dessus, mais c'est affolant. C'est affolant. Donc, ça c'était juste mon petit tacle sur la restauration et sur le café à 2 €. Mais voilà, donc ça c'est pour dire que la TVA, la baisse de TVA, bon, ça n'arrivera jamais, et pour moi c'est pas une solution pérenne. Mais donc Macron a dit, voilà, on met en stand-by cette annonce-là de vente à perte pour le carburant. Par contre, il nous a dit, ben voilà, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'il y allait avoir une nouvelle aide limitée, je cite, hein, ouvrez les guillemets, limitée aux travailleurs, qui ne dépassera pas les 50% des travailleurs les plus modestes, donc c'est encore un peu ce même, exactement plus ou moins la même chose que les 100 € de carburant qu'on avait eu il y a un an en arrière, de l'ordre de 100 € par voiture et par an. Donc cette nouvelle aide, c'est la même chose que ce qu'on a déjà eu l'année dernière, hein. Rappelez-vous, c'était pour les travailleurs, entre guillemets les plus modestes, donc qui ne dépassaient pas je sais plus combien, je sais plus le plafond de revenu qu'il fallait pas dépasser, et il fallait que tu fasses ta demande sur un site spécial, et puis tu recevais ton truc, et il fallait que tu déclares sur l'honneur utiliser ta voiture pour aller travailler. À savoir que la dernière fois, quand ils avaient mis en place cette aide carburant, il y a beaucoup de gens qui y avaient droit et qui pouvaient la toucher. Même les gens qui roulaient en voiture électrique pouvaient faire la demande, parce que je crois qu'il fallait rentrer ta plaque d'immatriculation. Et vous avez été plusieurs abonnés à rouler en électrique me dire que vous y aviez eu droit. Même les gens qui travaillaient à domicile, à savoir les assistantes maternelles par exemple, y avaient droit. Parce que, bah voilà, c'est une assistante maternelle peut prendre sa voiture une fois par jour pour aller à l'école chercher des enfants, pour aller au relais, pour aller au parc et compagnie. Bref, donc là, Macron a annoncé une nouvelle aide de 100 €, mais sans rien dire de plus. Donc ça, c'est toujours très Macron. Il annonce des aides, mais il ne détaille pas trop. Après, il va laisser le gouvernement, ses ministres, faire un peu la popote. Moi, j'ai dépassé de 2 € pour y avoir droit, nous dit Voyageuse Compulsive. Ah merde. Ah oui, quand même. Tu dépassais de 2 € le plafond. Mais est-ce que tu avais essayé de faire la demande quand même? Parce que des fois tu essaies de faire la demande, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu avais essayé de faire la demande? Voilà. Alors, Macron a rappelé que pour le pétrole, l'essence augmente parce que le prix du baril de pétrole raffiné, rappelez-vous, c'est le pétrole raffiné qui augmente. On en a parlé la semaine dernière, c'est pas le pétrole brut. Donc Macron nous dit on paye notre dépendance. Bah, évidemment, après on n'a pas de pétrole en France, Manu. Donc bah là c'est sûr que voilà. Il nous a dit, Macron nous dit la raison de l'augmentation du prix des carburants, ce n'est pas les taxes, c'est la géopolitique internationale. Il n'y a pas de solution miracle. La ministre va réunir les distributeurs et on va demander de faire plus de prix coûtants. Macron, je crois qu'il a également dit, puisque là j'ai pas la citation sur l'article, mais concernant les carburants, il a également dit, Emmanuel Macron,
qu'ils allaient réunir les raffineurs. Donc les raffineurs, c'est ceux qui se situent avant les distributeurs, sur la chaîne logistique de transport, de distribution, etc. Macron a dit qu'il allait réunir les raffineurs également pour leur demander de proposer à prix coûtant leur carburant. Donc, si les raffineurs proposent à prix coûtant, donc ne font pas de marge, les distributeurs aussi achèteront du coup moins cher, et donc, nous, les consommateurs, on achètera aussi moins cher à la fin, parce que, rappelez-vous, retenez que le prix coûtant que vous avez affiché à la pompe à Leclerc ou à Super U, c'est le prix que Leclerc ou Super U a payé. C'est le prix auquel ils ont acheté leur carburant. Donc si Leclerc et Super U, si les distributeurs achètent moins cher, du fait que les raffineurs vendent à prix coûtant, ils vont vendre à prix coûtant, mais il y aura quand même le coût du transport, etc. Donc, quand même, voilà. Leclerc va acheter moins cher. Là, les distributeurs vont acheter moins cher, et donc nous aussi. Donc, si effectivement, ce fameux prix coûtant, au lieu d'être pratiqué que par les distributeurs, il est aussi pratiqué pendant quelques mois par ceux qui sont là, dans les ports, dans les docks, ceux qui réceptionnent le pétrole, et qui les fameux raffineurs, les raffineries, voilà. Si eux aussi, on pratique du prix coûtant, on paiera moins cher notre carburant, en toute logique. Voilà, ça c'était les annonces sur le carburant. J'attends de voir plus de détails sur cette aide de 100 €. Qui c'est qui va y avoir droit? Voilà. Voyage est-ce qu'on peut essayer qui dit oui, donc tu as fait la demande et tu dépassais bien de 2 €. Ah non, tu me dis j'étais allé sur le site et j'avais peut-être juste lu les conditions. Ah ouais, mais t'aurais dû essayer de faire. Moi je te dis des fois, tu fais la demande, ça peut passer. T'aurais dû tester. Des fois, faut pas hésiter à faire les demandes d'aide. Quitte à avoir un refus, c'est pas grave. T'auras fait travailler les salariés de l'administration française qui t'auront répondu avec un petit courrier de refus. Et voilà. T'auras fait travailler les gens. Penses-tu qu'il va y avoir un crash immobilier, voire boursier, avec tous les événements qui se passent? Demande Dark Low. Eh ben, si tu veux bien, on en reparle juste après. Dès que j'ai fini avec Macron, là, on passe sur l'immobilier. Salut Maza. Je vais aller prendre un verre d'eau. Maza, je disais justement, en début de live, que là, j'allais utiliser une de tes questions que tu m'as posées il y a très très longtemps, sous un vlog, et où tu me disais, est-ce que je peux refaire un petit point sur l'immobilier, le crowdfunding, les SCPI, etc. Je ne sais plus à quand remonte ton commentaire, mais du coup, je vais utiliser ton commentaire pour parler d'immobilier ce matin. On va faire un petit point sur le marché immobilier et la hausse des taux, la hausse massive des taux, avec des taux immobiliers qui dépassent maintenant les 3,5% d'emprunt contre... tu pouvais emprunter en 2020, 2021 encore, tu pouvais emprunter à moins de 2, même des fois à 1, donc voilà. Donc là, ça augmente quand même pas mal. Mais là, on est toujours sur Macron, donc on a fait un petit tour de ce qu'il nous a dit sur le carburant, et qu'est-ce qu'il nous a dit sur le pouvoir d'achat? Là, il y a eu des choses assez intéressantes. Il nous dit déjà qu'ils vont se réunir. Là, c'est ce que Bruno Le Maire déjà nous avait déjà annoncé. Mais voilà, là, Macron l'a redit. Il va y avoir des renégociations, des accords. Alors la phrase c'est « On va mettre en place un accord sur la modération des marges dans l'agroalimentaire ». Donc comment est-ce qu'ils vont mettre en place ça? Ils vont probablement réunir les grands industriels, les grands groupes industriels. Les industriels, c'est pas Leclerc, Super U. Ça c'est la grande distribution, c'est les distributeurs. Les grands industriels, c'est Nestlé, Danone, compagnie. Il y en a plein. Voilà. Je connais même pas les noms, parce que c'est des entreprises que, voilà, on connaît pas forcément les noms Ferrero, enfin bref. Vous voyez, quoi. L'industrie, quoi. Ils vont demander aux industriels de rogner sur leurs marges. Après, est-ce que les demandes du gouvernement vont être validées par les... C'est quand même un gros lobby, C'est un très 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 gros lobby, l'agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire, c'est
c'est quand même compliqué de les... C'est un peu comme l'industrie pharmaceutique, en fait. Il faut vraiment un gouvernement qui soit courageux et qui aille vraiment au bout des annonces pour qu'il y ait des choses qui se passent dans ce monde-là. Très clairement. Parce que vous l'avez bien vu, hein. Les industries agroalimentaires, ils ont baissé les quantités des pots, ils ont augmenté les prix. Même la grande distribution l'a dit, Super U et Leclerc en premier, ils l'ont dit, voilà, c'est à un moment donné, je crois que c'est Super U qui a décidé d'arrêter de vendre certaines marques parce qu'il a considéré qu'il y avait trop d'abus sur les prix ou sur la diminution des quantités des paquets, je sais plus. Donc, ça existe depuis la nuit des temps, le fait que l'agroalimentaire diminue les quantités, mettre plus de vide dans les paquets pour vendre et tout. Bon, ça existe depuis super longtemps, ça. Mais là, quand même, vu qu'on est dans cette spirale inflationniste assez affolante, bah, c'est toujours énervant de savoir que bah, les grands groupes industriels, eux, ils en ont un peu rien à péter. Ils font pas assez d'efforts parce que médiatiquement, ils sont invisibles. Le français, il va connaître son distributeur, il va connaître Leclerc, Super U, Carrefour, etc. Mais il va pas... Et donc il va taper sur Leclerc, Super U, Carrefour, parce qu'on le voit, c'est des bâtiments, on va faire les courses dedans, on connaît. Mais on va moins taper sur les grands groupes agroalimentaires, parce qu'on sait même pas où sont leurs usines, on sait même pas les noms de ces entreprises-là. Voilà, on connaît Nestlé, Danone, Ferrero, enfin L'Oréal et tout ça dans la beauté, mais il y a plein de grandes entreprises dans l'agroalimentaire dont on connaît pas les noms, quoi, vous voyez. Donc on tape moins sur ces gens-là, et alors que bah là, très clairement, c'est sur eux qu'il faut taper un peu, quoi. Donc on espère qu'il va se passer quelque chose là-dessus. Au niveau de la revalorisation du SMIC, Emmanuel Macron a rappelé que le SMIC a augmenté de 11% depuis janvier 2022. Donc ça c'est juste un chiffre intéressant, moi que j'aime bien rappeler aussi. J'aime bien dire ça parce que y a trop de gens qui oublient que il y a trop de gens qui disent les prix augmentent mais pas les salaires, ce qui est faux. Ce qui est faux parce que entre janvier 2022 et septembre 2023, le SMIC a augmenté de 11%. Alors oui, c'est le SMIC. Le SMIC et tous les gens qui sont payés au SMIC. Hein, voilà, tous les gens qui sont à mi-temps, à tiers-temps, au SMIC. Oui. Ils ont eu cette augmentation de 11% en un an et demi. Enfin, le SMIC, maintenant, je vous rappelle, il est à presque plus de 1400 € net, je crois. Hein. Donc on peut pas dire qu'il y a tout qui augmente et pas les salaires. Le SMIC, il a augmenté de 11%. Alors voilà, ça touche les gens qui sont au SMIC. C'est les gens qui sont à leur compte, eh ben, par exemple, les auto-entrepreneurs, les gens qui ont leur petite société, là, vous êtes plusieurs sur le chat ce matin, moi y compris, bah, nous, l'augmentation du SMIC, en fait, on s'en contrefout, quoi. Enfin, c'est pas qu'on s'en contre-en-fiche, parce que quand t'as une société, tu te verses aussi un salaire, si tu peux te permettre de te verser un salaire. Donc, généralement, quand t'as une entreprise, tu te verses le SMIC. Tu vas pas te verser un salaire plus important, sauf si t'as une très grosse boîte qui marche très bien. Évidemment, mais quand t'es une petite boîte, tu touches le SMIC pour payer moins de charges. Mais après, il y a plein de gens qui sont pas touchés par l'augmentation du SMIC parce qu'ils sont payés un peu au-dessus, quoi. Un peu au-dessus, voilà, ils sont à 1500, 1600, 1700, 1800, 2000 €, voilà. Et je peux comprendre qu'effectivement, ces gens-là, s'ils sont payés 1750 € net par mois, si en janvier 2022, ils voyaient que le SMIC était à 1300, et là, en septembre, le SMIC, il est à 1400, effectivement, le gars qui est payé 1700 €, il a les boules, il dit, dis donc, le gars, il est en train de me rattraper derrière le SMICard, tu vois. Après, c'est aussi à toi de renégocier ton salaire, Coco, hein. Ça, je vous l'ai dit, je vous le redis. Mais Macron, il a dit que lui... alors, il a dit, on va travailler avec toutes les branches où le salaire minimum
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, je ne suis pas pour qu'on indexe tous les salaires sur les prix, sur l'inflation. On tomberait dans ce cas dans une spirale inflationniste. Et là-dessus, Macron, il a raison. Moi, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas pour une augmentation des salaires trop importante, parce que si tous les salaires, si on a indexé tous les salaires, il y a des boîtes qui fonctionnent comme ça, hein. Il y a des boîtes, une boîte dans notre village, là, pas très loin, ils sont dans une démarche très sociale, écologique, etc. Très, très jolie entreprise, je ne sais pas combien de salariés ils ont, une vingtaine peut-être, et ils ont décidé d'augmenter, d'indexer tous les salaires sur l'inflation. Donc c'est super, mais bon, l'inflation, elle est à plus ou moins 7% de moyenne. Donc si tu augmentes tous les salaires de ton entreprise de 7%, sous couvert que bah, il faut qu'on aide les salariés à vivre mieux, et parce que bah voilà, là c'est dur, l'inflation est là, 7%, donc on augmente tous les salaires de 7%, on augmente le point d'indice des salaires. Ah, si tu fais ça pour tous les salaires, c'est super, mais du coup tu vas augmenter de 7% le coût de ta masse salariale. Et dans 1 an, dans 2 ans ou dans 5 ans, quand tous les prix auront rebaissé, tes salaires, ils seront toujours 7% au-dessus d'eux. Et donc, tes salariés que tu as augmentés, toi y compris, hein, en tant que directeur, que chef, que gérant, etc., eh ben, vos salaires seront supérieurs de beaucoup. Ben, bref, vous allez avoir un gain en pouvoir d'achat énorme dans quelques années quand l'inflation aura rebaissé. Mais votre entreprise, elle continuera d'avoir des coûts élevés en masse salariale. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour vous... Comment vous allez compenser ça? Parce que c'est toujours beau, hein, les entreprises qui disent on augmente tous les salaires, tous les points d'indice sont augmentés, c'est super, mais si tu augmentes tous les salaires bah, qu'est-ce qui se passe au bout de la chaîne? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye toutes ces augmentations de salaire. Bah, c'est vous qui allez le payer, c'est moi. Voilà, c'est le client. Voilà. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Donc c'est pour ça que augmenter le SMIC via voilà, les mécanismes proposés par le gouvernement là-dessus, oui. Proposer des diminutions de charges, comme c'est le cas sur le SMIC depuis la loi Fillon, donc ça remonte à Sarkozy. Hein. Depuis Sarkozy, employer quelqu'un au SMIC coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Bah, ça c'est super, proposer des allègements de charges patronales, etc. Mais, comme le dit Macron, Macron il nous dit, je répète, je cite, « Je ne suis pas pour qu'on indexe tous les salaires sur les prix, sinon on tomberait dans une spirale inflationniste. » Et là-dessus, c'est bête et méchant, mais c'est la base de l'économie en fait. Et Macron il rappelle une base économique bête et méchante que je pense que tu vois en cours de SES, là, je sais pas si ça existe toujours, sciences économiques et sociales, au lycée, quoi. T'as même pas besoin d'être en fac de droit ou en fac d'économie pour apprendre cette notion-là. C'est une notion basique d'économie que tu vois au lycée. T'augmentes les salaires, les prix augmentent. C'est une évidence. Parce que les gens ont plus d'argent, donc ils vont consommer plus. Plus il y a de consommation, plus il y a inflation. L'inflation est due à une augmentation de la demande, donc une augmentation de la consommation. C'est pour ça qu'il y a de l'inflation, hein. Essentiellement. Mais pas que, il y a d'autres raisons. On va en parler après, on en reparlera. Donc voilà, ça c'était aussi le petit taquet sur les gens qui demandent des augmentations de salaire, en veux-tu, en voilà. Bon bref, c'est pas super. Et dernière chose que Macron a annoncé, c'est, là très rapide, c'est il allait accélérer, je sais pas la date, d'ici la fin de l'année. Voilà. D'ici la fin de l'année, on va finaliser cette promesse sur le leasing des voitures électriques. À environ 100 € par mois, les ménages vont pouvoir acheter des véhicules produits en Europe qu'ils vont pouvoir amortir. Alors ça, pareil, annonce très intéressante, mais moi j'attends de voir. Hein, c'est quoi cette histoire de leasing voiture électrique parce que une voiture à 100 € par mois, tu peux la trouver. Hein. Je sais pas, moi, la Dacia Spring, c'est une voiture électrique.
Je termine sur la voiture électrique vite fait, c'est parce que c'était la dernière annonce. Voilà, Dacia Spring Leasing. La Dacia Spring, voilà, la Dacia Spring, tu peux l'avoir pour 79 € par mois. Directement, en passant sur le site de Dacia, 79 € par mois, avec 3 ans d'entretien inclus. Je fais pas la promo pour Dacia, là, c'est juste... je rebondis sur ce que Macron... c'est sur ce que le gouvernement veut mettre en place. Donc, la Dacia Spring, c'est une toute petite voiture électrique. C'est pas une voiture qui va te permettre de gagner le Paris-Dakar ou quoi. Tu vas pas rouler à 180 sur l'autoroute avec cette voiture-là, évidemment. Mais tu vas pouvoir emmener tes enfants à l'école, si t'en as que 2. Si t'as 3 enfants, c'est mort, parce que c'est une 4 places, la Dacia Spring. Mais voilà, c'est une location à 79 € par mois, sur 3 ans, 37 mois, quoi. 30 000 kilomètres, voilà. Premier loyer ramené à 0 € en plus, avec déduction du bonus écologique et de la prime à la conversion si vous avez une vieille voiture que vous refilez à Dacia. Voilà. Vous avez 3 ans d'entretien qui est inclus. Révision Dacia, remplacement de vos filtres, assistante 24 heures sur 24. Bref, voilà. Donc, très clairement, pour les gens qui ont que 2 enfants, qui sont ou alors célibataires ou en couple, je suis désolé, mais la Dacia Spring, elle est abordable et je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui l'achètent. Voilà. Heureux. Salut Domiyuki, comment ça va? Le live a commencé il y a 40 minutes, dodo. Et on en a encore pour 40 minutes. Welcome back, merci à vous d'avoir regardé ces publicités. Alors, j'ai pas vu que la pub avait commencé. Salut Célia, comment ça va? Ah bah ça c'est cool Célia, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Eh Célia, j'allais parler immobilier juste après là. Dans 10 minutes je parle immobilier. Si t'es toujours là. Ah mais bon, tu seras peut-être pas toujours là. Petit coucou pendant la récréation. Qu'est-ce que tu fais Célia déjà? Parce que tu t'es plus clerc de notaire. Tu t'es reconverti mais dans quoi? Je sais pas si elle nous entend Célia, peut-être que juste elle chatte mais peut-être qu'elle n'entend pas. Je ne sais pas. Donc, merci à vous d'avoir regardé ces petites pubs. Pour rappel, donc ouais, j'ai loupé le début de la pub. Pour rappel, vite fait, je vais vous redire comment ça se passe, les publicités. Je suis maîtresse. Ah, merci Célia. Ah, t'es maîtresse. Ah oui, d'accord. Eh ben, dis donc, j'avais oublié. Eh ben, bonne récréation Célia. Et bon replay à toi. C'est pour ça qu'on la voit plus, Célia. Célia, si tu veux revenir sur les lives le vendredi soir avec Bibou, on est là. Et moi, je suis là aussi le jeudi soir maintenant. Le jeudi soir, à partir de 20h30, je suis là aussi. Si tu as envie de refaire des petits tours sur les lives, parce que c'est vrai que tu étais là très très souvent avant. Donc n'hésite pas à passer une tête le soir, quoi. Voilà. Donc vite fait, pour vous resituer, redire un petit peu comment ça se passe les pubs sur Twitch. Il y a 1 ou 2 ans en arrière, Twitch nous a incité, tous les streamers sur Twitch ont été incités à passer plus de publicité sur les lives, et donc on a eu des boutons qui sont disponibles. Là, j'ai un bouton, si je clique dessus, je peux vous lancer 30 secondes de pub. J'ai un autre bouton, 1 minute, 1 minute 30, etc. Et Twitch nous a dit, si vous passez 3 minutes de pub par heure, Twitch augmentera la rétribution qu'il nous verse, le pourcentage qu'il nous verse sur les abonnements et sur les publicités. Parce que tout n'est pas pour nous, évidemment. Hein. Twitch comme YouTube, ils prennent leur pourcentage. Mais si tu passes 3 minutes de pub par heure, ce qui n'est pas beaucoup, hein, 3 minutes sur 1 heure, c'est vraiment que dalle. Contrairement à la télévision, hein, faites le ratio par rapport à la télé. 1 heure de TPMP, je pense que t'as 20 minutes de pub, quoi. Donc moi, j'ai choisi de faire 3 minutes par heure, pas plus. Et sauf que je me faisais toujours avoir, la pub, elle se lançait, et je la voyais pas, en fait. On avait un espèce de petit truc qui nous aidait à voir, attention, la pub va commencer. En gros, finis ta phrase, fais une pause, annonce à tes viewers que la pub va commencer, mais c'était pas clair, c'était pas net. Et donc Twitch a mis en place un nouveau truc, et ça apparaît sur le chat. Il n'y a que moi qui le vois, vous le voyez pas. Et là, c'est apparu, en gros, la publicité va commencer. Mais sauf que je l'ai pas vu, parce que j'étais en train de lire un truc sur Dacia.
Spring, voiture électrique. Donc, Twitch, si tu m'entends, ce qui manque à ton truc là, c'est du son. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un alerte sonore qui me dise « Attention, la publicité commence dans 1 minute. » Comme ça, je le sais, tu vois. C'est des pubs comme sur YouTube, Voyageuse compulsive, ouais. Et à savoir que des fois, vous en avez pas. Et des fois, vous pouvez en avoir 20. En fait, c'est 3 minutes de pub. Donc, si c'est des publicités qui durent 10 secondes, bah, vous faites 10 secondes. Combien de fois vous avez 10 secondes en 3 minutes? Et bah, vous avez 6, 3 x 6, 18. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à 18 pubs en 3 minutes, hein, si c'est des pubs courtes. C'est vraiment 3 minutes de pub comme à la télé. Et vous pouvez pas les ignorer. Et des fois, vous n'avez pas de pub et vous voyez juste l'écran. On revient vite, comme celui-ci et celui-là. Voilà. Donc ça, c'était juste le petit point sur les pubs. Et quand vous êtes abonné, normalement, vous n'avez pas de pub. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, si vous avez de la pub pendant les lives, en fait, ça gêne rien à votre expérience. Expérience utilisateur, je sais pas comment on va dire. En soi, ça change rien que vous ayez des pubs qui passent ou bien que vous ayez ça pendant 3 minutes, quoi. Vous voyez le truc. Donc, je me dis, tant qu'à faire, si les abonnés, vous avez de la pub pendant les lives, tant mieux pour nous, hein. Par contre, normalement, sur les replays, il n'y en a pas. Et là encore, si vous avez de la pub sur les replays, ça, c'est de ma faute à moi. C'est que j'ai oublié de décocher une case. Voilà. Donc là, vous me mettez un message sur Instagram et vous me dites « Ouais, t'as pas décoché la case, machin. » Ok. C'était le petit point sur les pubs. Il y a Caro qui dit « Si, on peut les ignorer, les pubs. Moi, je change d'onglet et je mets mute. » Effectivement, vous pouvez mettre mute. Hein. Vous pouvez mettre mute et aller jouer à Candy Crush pendant 3 minutes, hein, bien évidemment. Bah merci à toi Célia. Célia elle dit mes soirées je les consacre à mon mari, à mes corrections. Elle était maîtresse de quel niveau Célia? Parce que maîtresse c'est maternelle primaire. Ou alors t'es prof... Oh Inohashi, comment il va lui? Parce que t'as pas beaucoup de corrections en maternelle primaire. Hein. Bah, quoi que si. Si t'es en CM2, CM1, CM2, t'as beaucoup de corrections. Si, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Enfin, quoi que tu me diras, même à partir du CP, t'as beaucoup de corrections. C'est vrai, ça. Donc voilà, c'était le petit point sur les pubs. Donc je vous disais, moi, juste... par rapport à l'annonce de Macron, c'est ça que j'étais en train de vous dire juste avant la pub. Macron a annoncé que nous, les Français, on allait pouvoir avoir un leasing à environ 100 € par mois pour pouvoir accéder à une voiture électrique. Et moi, j'ai envie de répondre à Macron que c'est une annonce bizarre, parce que je suis allé voir sur le site de Dacia, la Dacia Spring, vous pouvez l'avoir à 79 € par mois. J'imagine que même la Renault Zoé, j'imagine que vous pouvez même l'avoir à... Ah non, la Renault Zoé, elle est beaucoup plus chère. La Renault Zoé, vous l'avez à partir de 200 € par mois. Ok, elle est plus chère, la Zoé. Mais la Dacia Spring, vous l'avez à partir de 79 € par mois. La Dacia Spring, c'est une voiture 100% électrique. Donc là, le gouvernement va mettre en place un leasing à 100 € par mois pour les Français. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'État français va prendre en charge une partie d'eux? Est-ce que ça veut dire que pour 100 € par mois, je pourrais m'acheter une voiture qui, en fait, me coûterait dans la vraie vie, entre guillemets, 200 ou 250 € par mois? C'est pas clair du tout, cette annonce sur le leasing des voitures électriques, mais ça fait beaucoup parler dans le monde de l'écologie, de la voiture verte, etc. Mais moi, j'attends de voir. Parce que très clairement, je vois la Dacia Spring, vous l'avez à 79 € par mois, 3 ans d'entretien offert, 0 € le premier loyer avec bonus écologique et prime à la conversion déduit. Donc très clairement, moi j'attends de voir. En gros, pour résumer, 3 annonces de Macron là. Les 100 € sur le carburant qui vont revenir, les 100 € par mois pour la voiture électrique et aussi des baisses de prix à venir normalement dans la grande distribution et dans le carburant. Affaire à suivre. Concernant l'augmentation des salaires, tout à l'heure, il y a Roulia qui dit mais si les entreprises peuvent augmenter les salaires, pourquoi est-ce qu'elles ne pourraient pas pourquoi elles ne pourraient plus dans 5 ans
elles aussi auront plus de marge si les matières premières baissent. Non, ce que je voulais dire, Roulia, c'est que si tu augmentes les salaires aujourd'hui, Roulia, sous couvert que tu veux t'indexer sur l'inflation, dans 5 ans, quand les prix auront augmenté, auront rebaissé, les prix à la consommation, toi, tes salaires, toi, en tant qu'entreprise, tu peux plus les baisser, en fait. Donc, en fait, cette excuse de dire j'augmente les salaires parce que les prix augmentent, c'est une fausse excuse et c'est un non-sens économique, en fait. Les salaires ne doivent pas être indexés sur les prix. Ce n'est pas possible de fonctionner comme ça. Tu vois ? C'est pas possible. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas créer ? Tu vas créer dans 5 ans, Roulia, quand tous les prix auront baissé, tu vas avoir des salariés dans ton entreprise qui vont avoir un pouvoir d'achat énorme. Donc, qui vont consommer de plus en plus. Et si tu donnes trop de pouvoir d'achat aux gens, ils vont consommer encore plus. Ils vont des fois consommer des choses auxquelles ils n'auront pas forcément besoin. Pas tout le monde, hein. Il y a des gens qui vont être dans la sobriété, peu importe le salaire qu'ils touchent. Moi, je fais partie de ces gens-là. Dans la sobriété ou dans la frugalité, le frugalisme. C'est pas exactement la même définition, mais voilà. Moi, je fais partie de ces gens-là. Si demain, tu me donnes rouler à 3 000 € par mois, ma vie, elle va pas changer. Moi, mon argent, je vais l'investir et je vais le surconsommer de façon très ponctuelle sur des grosses vacances, des gros délires comme ça. Mais il y a plein de gens, Roulia, tu leur donnes plus d'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont acheter des plus grosses télés, des plus gros téléphones, ils vont acheter beaucoup plus de trucs dans les magasins, beaucoup plus de jouets pour les enfants, beaucoup plus de vêtements. Ils vont se dire, les gens, bah, j'ai de l'argent maintenant. Il y a 5 ans, mon entreprise m'a augmenté parce qu'il y avait de l'inflation, merci à elle. Mais maintenant, l'inflation a bien baissé, mais moi, j'ai toujours le même salaire. Donc, en fait, j'ai augmenté mon salaire, il a augmenté de 10% grâce à l'inflation. Mais là, ton salaire, il n'est pas de 10%, il va être supérieur au coût de la vie. Donc, tu vas consommer, tu vas dire, je suis plus riche. Donc, pourquoi est-ce que je garde mes vêtements pendant 20 ans ? Non, tant qu'à faire, autant que je change autant que je change tous les ans de chaussures. Donc ça, plus ça, plus ça. Quand tu donnes trop d'argent, en fait, si tu augmentes trop les salaires, c'est simple, ça augmente les prix. C'est tout, c'est basique. Je vois pas comment l'expliquer différemment. Il y a Camille qui dit, nous, en tant qu'ASMAT, on s'est fait taper sur les doigts car on augmentait nos taux horaires. Cette année, on a eu du mal à trouver des contrats, alors qu'avant, on trouvait en 5 minutes. On nous a dit que c'est parce qu'on avait augmenté nos taux, du coup tous les parents sont augmentés, mais nous, on devrait toujours rester au minimum. Voilà, ça c'est pareil aussi Camille, c'est ça, c'est que les gens en fait, voilà, tu résumes très bien aussi Camille, autre chose, c'est que les gens ils aiment bien être augmentés, par contre ils aimeraient qu'on augmente leur salaire, mais que les prix baissent. Et c'est ce qui va être le cas, hein. Si là tu augmentes les salaires là de gens maintenant, sous prétexte que là il y a de l'inflation, machin, etc., dans 3 ans, quand les prix vont rebaisser, ces gens-là, le salaire il sera toujours aussi élevé. Ces gens-là, ils vont même pas se rendre compte de la chance qu'ils ont, parce qu'en fait, ils auront absorbé leur augmentation de pouvoir d'achat sans même se rendre compte de quoi que ce soit. Et par contre, ils vont absolument pas accepter de payer leur nounou plus cher, de payer leur jardinier plus cher, etc. Et si un jour les prix réaugmentent, mais eux, au final, vu que leur salaire avait déjà augmenté des années en arrière, ils vont quand même crier en disant les prix augmentent, mais moi mon salaire augmente pas, alors que c'est faux, ton salaire il a augmenté, il a été indexé sur l'inflation. Donc c'est une fausse bonne idée de coller les salaires à l'inflation. C'est vraiment une très mauvaise idée de faire ça. Il y a Fanny qui dit, ou alors il faudrait des primes qui se modifient en fonction de la conjoncture. Voilà, les primes c'est la solution. Et la seule et unique solution pour faire face à l'inflation. Tu fais des primes inflation. C'est tout. C'est tout. Tu ne peux pas augmenter tous les salaires. C'est impossible. Économiquement, c'est pas viable du tout. 79 € par mois la Dacia Spring. Ouais, Inohashi, exactement. Ah ouais. Après, c'est à partir de Inohashi, hein, donc ça dépend de plein de choses. Hein. En CM1, Célia, ok, merci à toi. J'ai cru que tu avais dit Tesla à la place de Dacia. Non,
C'est pas la Tesla à partir de, 79 euros par mois. Hein. Il y a Inuashi qui dit, moi, plus je touche, plus je dépense. Ben voilà, exactement. Exactement. Plus de manteaux de pluie, petit clin d'œil à Rita, effectivement, quand t'as gagné. Il y a Fanny qui dit, moi j'attends de toucher plus pour savourer le fait de mettre de plus grosses sommes de côté. Exactement, voilà Fanny. D'investir plus. Moi si je touche plus, j'investis plus. Mais je dépense pas plus, je consomme pas plus. Salut Jess Blaze, comment ça va Jess Blaze? Ça fait plaisir. Il y a Camille qui dit surtout que pour les asthmates, les augmentations c'est du 20 centimes plus cher sur les taux horaires. J'ai déjà eu des parents qui négocient pour baisser de 10 centimes de l'heure. Alors, Camille, on fera un live avec Bibou sur les assistantes maternelles. J'espère que tu seras là. Ça sera un vendredi soir. On a tellement de choses à dire. Ça fait un an et demi que Bibou elle est asthmate. Et je peux te dire que c'est incroyable ce métier. Donc peut-être qu'on le fera. Je sais pas si on le fait, pourquoi pas ce vendredi soir-là. Franchement, on le fait ce vendredi. Camille, tu notes vendredi soir. Là, on fait un live spécial asthmate. On va répondre à toutes les questions asthmate. Et on va parler aussi argent. C'est évident. Ok, on clôture Emmanuel Macron, on passe à l'immobilier. Alors, qu'est-ce qui se passe en immobilier, les amis, en ce moment? Les taux immobiliers ont augmenté de façon incroyable. Et là, pour emprunter, si vous voulez acheter votre maison, là, votre appart, vous allez emprunter en moyenne à 3,3%. C'est une moyenne, hein, voilà. Donc vous pourrez peut-être emprunter à 2,8%. Comme vous pourrez peut-être emprunter à 3,8. Ça, c'est hors, évidemment, assurance et hors tout ça, hein, ok? D'accord, c'est le taux, voilà, vous avez compris. Après, à ça, il faut rajouter le taux de votre assurance emprunteur, les frais bancaires éventuels, etc., etc., etc. Donc, pourquoi est-ce que ça a augmenté autant? On va parler de ça. Et est-ce que le marché immobilier, c'était une question tout à l'heure dans le chat, je ne sais plus de qui, j'ai oublié son pseudo, si tu peux refaire un coucou là, est-ce qu'on va arriver à un crash immobilier, voire un crash boursier sur l'année là, 2024? On va voir ça. Alors déjà, pourquoi est-ce que les taux immobiliers augmentent autant par rapport à 2020-2021? On sera là pour le live vendredi soir. Merci Jess Blaze, merci beaucoup. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de parents et d'asthmates qui seront là vendredi soir. Bon, j'ai pris la décision qu'on faisait ça, j'en ai pas parlé à Bibou, mais je vais lui dire tout à l'heure. Elle sera ok. Donc on est effectivement à 3,33% de moyenne sur 20 ans. Et encore même pas. C'est même pas la moyenne, je dis des bêtises. C'est le meilleur taux que vous allez trouver sur HelloPrêt, donc là je suis sur HelloPrêt, c'est un peu la même chose que meilleurtaux.com, voilà, là c'est helloprêt.com, bon bref. Le meilleur taux actuellement, c'est 3,33% sur 20 ans. Donc bien évidemment, c'est fini le temps où vous pouviez emprunter à moins de 1%, ok? Pour l'instant, ce temps-là est révolu, mais c'est pour l'instant, ça va peut-être revenir. Pourquoi est-ce que ça augmente autant? Plusieurs raisons. À savoir que votre taux d'intérêt immobilier, Daddy, je lirai ta question juste après, votre taux d'intérêt immobilier, lui, il va être indexé inévitablement sur les taux de la BCE, la Banque Centrale Européenne, et également sur l'inflation. L'inflation joue beaucoup dans cette augmentation des taux immobiliers. Donc vous savez que lorsque vous empruntez de l'argent à une banque, la banque, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous prête de l'argent, mais pour vous prêter de l'argent, votre banque doit emprunter cet argent auprès de la BCE, la fameuse Banque Centrale Européenne, pour pouvoir se refinancer. Pour simplifier, alors là je lis, pour simplifier au maximum le processus, la banque va vous prêter de l'argent, qu'elle emprunte ensuite à la BCE, pour réaliser une marge et tenir compte du risque de défaut de remboursement de votre part. Il y a bien évidemment les assurances emprunteurs, mais il y a aussi, elle doit aussi, votre banque, pratiquer des intérêts plus élevés que ceux que pratique la BCE, la Banque Centrale Européenne. C'est donc la BCE qui va dicter un petit peu ce qui se passe. C'est elle qui va diriger les taux. C'est pour ça qu'on appelle les taux directeurs
les taux de la Banque Centrale Européenne, on appelle ça des taux directeurs. C'est eux qui vont diriger un petit peu la vie des différents taux, notamment les taux d'emprunt immobilier. C'est le taux de référence de l'économie européenne. La BCE, elle est là. Donc, vu que obtenir de l'argent coûte plus cher à votre banque, il est donc logique que votre banque vous facture plus cher vos prêts. C'est QFD, la répercussion est inévitable, enfin logique en fait, c'est basique. Donc ça, c'est parce que tout simplement les taux de la BCE sont plus élevés. Mais pourquoi est-ce que les taux de la BCE sont plus élevés? Pour plusieurs raisons, mais pour une raison en particulier, l'inflation. L'inflation est là, et l'inflation est là pourquoi? Alors, pour rappel, juste, j'avais ouvert un truc sur l'inflation. Voilà, pour rappel juste, pourquoi est-ce qu'il y a de l'inflation depuis 1 an et demi à peu près, hein, presque 2 ans maintenant, ça fait, je ne sais plus exactement. Mais tout est dû à cette activité, reprise de l'activité économique post-Covid. Donc je sais pas, c'est quand ce post-Covid? Je sais pas s'il y a une date, je sais plus c'était quand le post-Covid. Pour moi, ça remonte à 20 ans le Covid, tellement j'ai l'impression que c'est... Et il y en a qui disent non, j'ai l'impression que c'était hier le confinement, mais moi j'ai l'impression que c'était il y a 20 ans le confinement. J'aimerais bien qu'on soit reconfiné le mois prochain, tiens. Ça fera un peu du bien à la planète et à notre porte-monnaie, tu vois. Le post-Covid, on est tous sortis, hop, affolement économique, tout le monde est content, tout le monde dépense son pognon, etc. Inflation, bim. En plus de ça, augmentation du prix de l'énergie, parce qu'on reconsomme plus. Augmentation du prix des carburants, parce qu'on ressort tous notre voiture pour aller travailler. Et aussi, la guerre en Ukraine. Bref, donc ça, c'est l'inflation, hein. L'inflation, elle n'est pas venue comme ça en claquant des doigts. C'est pas Macron qui fait qu'il y a de l'inflation. Hein. Pour rappel, c'est le post-Covid, la grosse reprise économique, donc augmentation du prix de plein de choses. Les carburants comptent plus cher, les grèves aussi ont eu un grand rôle à jouer dans l'inflation, les grèves des raffineries, hein, la réforme des retraites. Donc on peut dire que Macron est aussi un petit peu responsable de l'inflation. La réforme des retraites, la grève, les grèves dans les raffineries et compagnie, tout ça, ça participe à l'inflation, les blocages et compagnie, l'augmentation de l'électricité et du gaz, du fait aussi de la guerre en Ukraine, etc. Voilà. Ok? Donc ça, c'est l'inflation. Et donc l'inflation, quand il y a inflation, je l'ai déjà dit dans les lives argent, qu'est-ce qui s'est passé? Les banques centrales européennes et même dans le monde, là, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils se sont dit, quelque chose de très logique. Ils essayent de décourager un maximum les consommateurs, les Français, les Européens, à recourir au crédit. Pour décourager un maximum les gens au crédit, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les taux. Ok? L'idée étant de ralentir l'activité économique pour que les prix rediminuent, baissent, voilà, et que l'inflation chute. Si tu augmentes les taux d'emprunt, les gens vont plus pouvoir emprunter, les gens vont faire attention, ils vont épargner plus, et en plus de ça, la Banque Centrale Européenne encourage à l'épargne. C'est pour ça que vous avez un livret A à 3% et un livret d'épargne populaire à 6%, et ça devrait continuer jusqu'en 2024, voire même toute l'année 2024. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est des trucs que j'ai lus, les spécialistes. Donc, ce que la Banque Centrale Européenne veut, et ce que la plupart des gouvernements européens souhaiteraient, c'est que les gens consomment moins. C'est ce qui a été mis en place depuis quasiment 1 an. C'est pour ça que les taux d'emprunt, les taux de crédit sont plus élevés. C'est pour décourager les gens à avoir recours au crédit, et c'est pour ça que votre épargne est mieux rémunérée, c'est pour vous encourager à épargner plutôt que d'aller dépenser votre argent, d'aller consommer. L'objectif, c'est de réduire la consommation, augmenter l'épargne, réduire les crédits immobiliers, pour l'instant, pour que l'inflation chute. Voilà un petit peu, vous avez compris la boucle. J'espère que j'ai été clair là-dessus, parce que c'est une boucle qui, moi, me paraît assez logique.
Mais quand tu entends certains hommes politiques, enfin, personnalités politiques, j'ai l'impression que cette logique-là, ils ne la comprennent pas. Ils continuent de demander des augmentations de salaire pour faire face à l'inflation. Ils continuent de critiquer les telle ou telle mesure, etc. Donc, pardon, excusez-moi. Perso, on sent bien la baisse de la consommation dans mon boulot, nous dit Daddy. Ben, c'est très bien, il faut que ça continue. Faut bien évidemment pas que ça soit non plus, que ça mette en péril trop de sociétés, trop d'entreprises, bien évidemment. Mais il faut que, voilà, on épargne plus qu'on ne consomme. Voilà, c'est ce qui est encouragé par la Banque Centrale Européenne. Ils font de la démagogie, nous dit Caroline. Oui, c'est ça. Effectivement, il y a beaucoup de personnalités politiques qui font de la démagogie, de la politique. Hein. C'est un synonyme d'ailleurs. Politique et démagogie, c'est des mots synonymes. Je l'ai appris dernièrement, là, en cherchant la vraie définition de démagogie. Et j'ai vu que politique, c'était un synonyme. Ça m'a fait rire. J'avais pas forcément eu cette information. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'était hier le confinement. J'ai l'impression de revenir en cours de microéconomie. Bah écoute, mais j'espère que j'ai été clair et que j'ai pas fait trop long là-dessus. Mais donc tout ça pour dire que Céline qui dit « On signe avec une asthmate ce soir et je serai là vendredi soir. » Bah c'est cool ça. Jess Blaz nous dit « Ma femme est asthmate, donc très intéressant, obligé. » Bah merci à toi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les taux immobiliers, ils augmentent pas sans raison. C'est l'inflation et la politique de la BCE qui fait ça. Est-ce que c'est une bonne idée de d'acheter en 2023? Alors quand tu vas sur les sites spécialistes de l'immobilier, eux ce qu'ils te mettent, ils te disent warning, attention, Achtung, si vous attendez trop pour acheter, vous allez payer plus. Mais moi j'aime pas cette politique de la peur, et en immobilier il y a très souvent cette politique de la peur. Tu le retrouves aussi en bourse, en crypto-monnaie, etc. C'est ce qu'on appelle le fameux FOMO, Fear of Missing Out. Ça se voit surtout en crypto-monnaie et en bourse. Où les spécialistes, je mets des guillemets, disent « Attention, vous devriez acheter tout de suite, parce que dans un mois, ça va coûter le triple, le x10, etc. » En gros, il n'y a pas de bon moment et de mauvais moment pour acheter. Tu peux pas savoir de quoi demain est fait. Donc tous les gens qui vont vous dire en immobilier « Achète maintenant, parce qu'en 2024, les taux ils vont être à 5%, voire à 6%. S'ils font en 2025, on va retrouver des taux à 8%. C'est des trucs que j'ai pu lire. Non. T'en sais rien. Personne ne sait lire dans l'avenir. Il y a plein de gens, par exemple en bourse, qui disaient que le CAC 40, pour rappel, le CAC 40, c'est la valeur que tu suis un peu en bourse pour voir un peu comment se comporte le marché, même si, bon, en soi, c'est pas parce que le CAC 40, il monte ou il baisse que ça veut dire que les marchés annexes suivent de la même façon. Hein. Mais bon, pour rappel, pendant le gros Covid, le CAC 40, il était au plus bas du plus bas, je crois qu'il était à 4000 points, même à moins de 4000. Là, on est à 7000, je sais pas, le CAC 40, combien il est? 7000 combien, là? 7076. Voilà, 7076 € si tu veux acheter toutes les actions des 40 plus grosses entreprises du CAC 40. Voilà, mais bon. Pendant le Covid, je crois qu'on était redescendu à 3800, même pas, bref. Comme plein de gens, moi j'ai commencé à m'intéresser à la bourse pendant le Covid, en fait. Il y a plein de gens qui ont acheté des actions en bourse pendant cette grosse période de solde de Covid, là. Donc, bah, tant mieux pour eux, quoi. Moi, j'en ai pas bénéficié, j'ai acheté un peu plus tard, en sortie de Covid, parce que je me suis réveillé un peu tard, etc. J'ai acheté mes actions un peu plus chères que pendant la grosse période de solde de... Et là, le CAC 40 n'a jamais été aussi haut, on est à plus de 7000 points, et il y a plein de gens qui disent « Ouais, à un moment donné, ça va péter, il va y avoir une grosse bulle, tout va rechuter. » Bah ok, et alors? On s'en fout, enfin... Sauf si t'es dans une stratégie de trading et que t'achètes et tu vends, mais dans ce cas-là, tu sais ce que tu fais, ou alors tu sais pas ce que tu fais, et tu perds de l'argent, et t'en gagnes, et t'en repères, et t'en regagnes, bon voilà, c'est un peu... Tu utilises la bourse comme si t'étais sur Winamax ou sur Unibet, bon, grand bien t'en fasse, tu fais ce que tu veux de ton argent, voilà. Moi, ma stratégie en bourse,
c'est pas la même chose. C'est j'achète quand j'achète, peu importe à combien ça coûte, j'en ai un peu rien à faire. Moi, je mise sur les revenus des dividendes et surtout sur un investissement à long terme, donc dans 15-20 ans. Si j'ai un portefeuille boursier de 2000 euros, si dans 20 ans il en vaut 4000, eh ben, je serai très content. Voilà. Et si j'ai un portefeuille boursier de 20 000 euros, si dans 20 ans il en vaut 40 000, eh ben, je serai très content aussi. Et puis si dans 20 ans il en vaut 23 000, bon bah, tant pis, ça aura été une opération entre guillemets blanche, bon bah voilà. Et pour l'immobilier, moi j'ai un peu cette même logique en fait. Les agents immobiliers, les spécialistes immobiliers qui vous disent ouais, faut acheter maintenant parce que là, dans 5 ans ou dans 2 ans, les taux vont encore augmenter parce que l'inflation... Les gens, ils te disent, les gens qui ont cette culture de la peur, les gens qui disent, ouais, vous avez... là, l'inflation, en fait, l'inflation devait déjà baisser en 2023, vous vous rendez bien compte qu'elle ne baisse pas, donc en 2024, ça va être pire, en 2025 aussi, donc il vaut mieux acheter maintenant, surtout que là, les prix de l'immobilier baissent. Là, les prix de l'immobilier à Paris ont baissé de 8% à Paris. Donc c'est pas le principal indicateur non plus, mais tous les ans ils disent qu'il faut acheter maintenant, nous dit Ocats. Voilà, c'est ça. C'est ça que je reproche à l'immobilier, c'est un marché, pour avoir fréquenté des agents immobiliers, on a acheté 2 maisons, nous, dans notre vie, une première dans le sud, et là c'est notre deuxième ici, dans l'Anjou. Donc on a fréquenté plusieurs agents immobiliers. À chaque achat-vente, on en a vu, je sais pas, en tout, on en a vu 5 ou 6. Quand on a cherché... Même plus, j'en ai côtoyé au moins une vingtaine d'agents immobiliers. Parce qu'à une époque, on voulait aussi acheter un petit appartement au bord de mer, donc ouais, j'ai côtoyé une bonne vingtaine d'agents immobiliers. Je suis allé aussi voir 2 banques différentes, un courtier en immobilier, je suis allé aussi à meilleurtaux.com, donc c'est aussi des courtiers, et même, je m'étais renseigné auprès de PAP, c'est un site internet de vente de particulier à particulier, j'avais fait les démarches pour... Et donc j'avais eu un conseiller de PAP, particulier à particulier, qui m'essayait de me vendre son truc de « bah, vous n'avez pas besoin des agences, vous pouvez vous en sortir eux-mêmes ». Effectivement, oui, si tu passes par PAP, c'est moins cher, mais bon, tu dois quand même payer quelque chose parce qu'ils ont des outils qui... Bah, bref. Et tu te rends compte que l'immobilier, comme le dit Ocats, tous les ans, ils te disent qu'il faut acheter maintenant, tous les ans, ils te disent que c'est le bon moment, à chaque fois que tu fais une visite, ils te disent que c'est la bonne affaire. Et très clairement, là, il y a une crise dans l'immobilier, dans le neuf. Les promoteurs immobiliers n'arrivent pas à vendre les projets neufs qui sont en place, qui sont déjà construits, en fait. Les prix baissent, du fait de l'inflation, de l'augmentation des taux. Les prix baissent parce qu'en fait, les acheteurs ne peuvent plus acheter parce que les taux augmentent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'il y a moins d'acheteurs, les prix baissent, il y a moins de demandes, donc il n'y a plus d'inflation sur les prix immobiliers, justement, ça baisse, justement. C'est l'effet inverse. Donc moi, j'ai envie de vous dire, continuez comme ça, les acheteurs. Continuez de ne pas acheter, en fait. Arrêtons de dire aux gens, achetez maintenant, parce que les taux augmentent. Non. Les gens achètent moins en ce moment, mais c'est normal. C'est une politique européenne. On incite les gens à moins acheter. Quand tout sera un peu calmé, il va falloir là sauter sur l'occasion, essayer de savoir quand est-ce que je pourrais sauter sur l'occasion pour acheter au plus bas, juste avant que les prix réaugmentent. Mais ça, personne ne peut le savoir, tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu as besoin d'acheter une maison maintenant, achète ta maison maintenant à 3%. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Que vous achetiez votre appart aujourd'hui ou dans un an, ouais, peut-être que dans un an, ça vous coûtera plus cher. Peut-être que dans un an, ça vous coûtera moins cher. Mais sachez juste que là, les taux immobiliers sont plus élevés, évidemment, que ce qu'on a connu en sortie de Covid. C'est logique. Mais en même temps, des taux à 3%, c'est pas énorme. Nous, notre tout premier appartement qu'on a acheté à Perpignan, on l'a acheté en 2012, 13, je sais plus, bref, on a acheté à 2,8 ou à 3%.
J'étais très content d'acheter à 3% à l'époque, hein, dans mes souvenirs. Hein. Là, cette maison-là, on l'a achetée en 2020. On l'a achetée en 2020. Et on l'a acheté, notre taux est à 1,40, je sais plus. Avec l'assurance et pas à coup fin, on est à moins de 2, donc un 1,8 ou un 9 peut-être. Voilà. Mais là, si tu achètes cette année à 3,3%, ça va pas non plus te ruiner, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors oui, tu as l'assurance emprunteur, mais c'est pas non plus la ruine, quoi. Rappelez-vous, nos parents, les taux auxquels ils empruntaient à l'époque. Donc vous n'allez pas vous ruiner. Par contre, ça peut vous bloquer dans votre fameuse capacité d'emprunt. La hausse des taux, une hausse des taux de 1% représente environ une dégradation de 20% de votre capacité d'emprunt. Pour quand on respecte ce fameux taux d'endettement de 35%, 33 à 35%. Donc, la hausse des taux, ça peut vous empêcher d'emprunter. Ça peut vous sortir de. Vous ne serez pas en capacité d'emprunt. Mais si vous êtes toujours dans la capacité d'emprunter, que votre taux il soit à 2,5, 3, 3,5, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'acheter votre maison, achetez-la, quoi. Et si vous n'avez pas forcément envie tout de suite de l'acheter, attendez un peu. Voilà, et peut-être que vous allez l'acheter plus cher dans 2 ans, ou moins cher. Mais ça a toujours été comme ça avec l'immobilier, toujours, toujours, toujours. Donc, voilà. Il y a Caroline qui dit, il faut surtout faire en sorte de se faire un bel apport, que cette attente avant d'acheter soit une opportunité de capitaliser. Très bon commentaire de Caroline, effectivement. Il y a Caro qui dit, sur la bourse, surtout que le CAC 40, c'est juste 40 entreprises, ça reflète pas grand-chose, effectivement. Merci Daddy qui dit que j'ai été très clair. Bon, merci beaucoup. Ça fait plaisir, ça c'est cool ça. Il y a Camille qui dit, je suis dégoûté. Ce matin en me levant, je dis à mon mari, ça y est, dimanche le plafond du LEP augmente. Et il me sort, on n'y aura plus le droit, on dépasse le plafond cette année. Avec l'arrêt de la garde de ma petite, ça fait un sacré crédit d'impôt en moins, tant pis. Alors Camille Lab, attention, bah déjà, tu as droit au LEP jusqu'à la fin de l'année, hein, donc à partir du 1er octobre, là, tu vas pouvoir te mettre ton LEP au plafond pendant 4 mois, 3 mois, octobre, novembre, décembre. Mais Camille, attention, hein, c'est les banques, Camille, maintenant, ce n'est plus à toi de dire à ta banque, d'envoyer à ta banque ton relevé d'imposition. Ce n'est plus à ta banque de le faire. Ce n'est plus à toi de le faire. C'est à ta banque de te le demander, mais généralement, ils ne le demandent pas. Ils peuvent aussi le vérifier. Les banques peuvent aussi directement se connecter sur le site des impôts pour vérifier si effectivement les détenteurs de l'EP ne dépassent pas les plafonds. C'est à la banque de le faire. Je vais juste vérifier cette information, mais c'est ce que j'avais lu il y a quelques mois en arrière. Les banques doivent-elles vérifier le plafond du LEP, machin. Alors, il faut y respecter. Pour pouvoir ouvrir un LEP, il ne faut pas dépasser un certain montant, blablabla. Bonjour madame. Blablabla. Ah, mais j'avais lu ça, mais là. Comment ouvrir et conserver un LEP tous les ans. Voilà. Vous n'avez plus obligation de transmettre votre avis d'imposition parce que maintenant, il y a ce qu'on appelle le système d'interrogation de l'administration fiscale. Et donc les banques maintenant peuvent interroger l'administration fiscale et c'est donc à elle de le faire. Voilà. Donc Camille, j'ai envie de te dire, fais l'absente. Hein. Si vous dépassez les plafonds du LEP pour l'année prochaine, fais l'absente. Voilà. Camille qui dit, moi on me l'a demandé qu'une seule fois alors que je l'ai depuis 15 ans mon LEP. Ben voilà Camille. Donc, si ta banque ne te le demande pas, il y a Voyageuse Compulsive qui dit, au Crédit Mutuel, il me le demande tous les ans. Moi, ma banque ne m'a jamais demandé, elle m'a juste demandé mon avis d'imposition pour l'ouverture du LEP, mais on a un LEP qui est ouvert depuis, je sais pas, 3, 4, 5 ans peut-être, je sais plus.
Je savais même pas que ça existait avant. On m'a jamais demandé de fournir mon avis d'imposition, jamais, 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 tu vois. Il y a Laura qui dit « La caisse d'épargne, je dois le fournir tous les ans, ils me l'ont demandé la semaine dernière encore. » Ben voilà, il y a des banques qui le demandent, il y a des banques qui le demandent pas. Donc Camille, j'ai envie de te dire, voilà quoi. Il y a Sabeda qui dit « Je viens de me faire licencier de chez un promoteur immobilier qui a été mis en liquidation, du coup je connais bien le sujet. » Est-ce que tu peux nous dire, Sabeda, quel est ce promoteur immobilier qui a été mis en liquidation judiciaire? Parce qu'effectivement, Sabeda, tu le rappelles, et je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, le marché du neuf, donc les promoteurs immobiliers qui vendent du neuf, du logement neuf, c'est un marché qui est pas, c'est pas non plus le top du top pour eux en ce moment. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de logements neufs, là, qui cherchent acheteurs et qui ne trouvent pas. Voilà. Après, de là à dire que le marché de l'immobilier va connaître un gros crack, va s'effondrer ou quoi, non. Non. Je pense pas. Et comme l'a dit Caroline tout à l'heure, si vous pouvez vous permettre d'épargner plus cette année, faites-le, quoi. Moi, je vous dis, avec un livret A à 3%, un LEP à 6%, sans risque, etc., épargnez un maximum, quoi. 2022, 2023, 2024, ça doit être l'année de l'épargne à fond. Faites pas de travaux énormes ces années-là. Encore une fois, le cordonnier, c'est toujours le plus mal chaussé. Parce que nous, on fait des gros travaux cette année, en 2023, donc on va devoir sortir de l'argent du LEP. Et je peux vous dire que j'ai les boules et que je suis en train de demander aux artisans de leur dire « Ouais, niveau de la compte, là, est-ce qu'on peut faire 10% à la place de 30 ? Comme ça, je peux laisser un peu d'argent sur les livrets d'épargne, ça vous dérange pas ?» Moi, généralement, les artisans, ils sont assez gentils là-dessus. Ils laissent toujours une marge de manœuvre sur la compte. Mais quand il faut payer la facture finale, c'est des très grosses sommes. Et là, je suis là. Ah, tu sais, j'aimerais tellement pouvoir attendre le mois de décembre pour vous payer, quoi. Ah. Il y a Sabeda qui dit si, Julien, le monde de l'immobilier, ça va secouer très fort ces 5 prochaines années. Non. Non, Sabeda, parce que chaque année, le monde de l'immobilier, ils nous disent ça va secouer très fort, mais il n'y a rien qui. Moi, je trouve l'immobilier, en fait, franchement, les gens qui travaillent dans l'immobilier, soit vous connaissez pas le secteur dans lequel vous bossez, soit vous avez juste pour objectif de faire peur aux gens pour qu'ils achètent, en fait. Moi, je me rappellerai toujours d'un agent immobilier qui avait son entreprise, son agence immobilière. Le mec, il avait son agence immobilière. Il avait essayé de nous vendre un appart dans le sud de la France. J'avais pas acheté chez lui parce que je chantais très clairement. Oh, voilà, de nouveau. Je vous raconte la fin de mon histoire juste après. Je reviens dans 3 minutes. C'est une histoire intéressante, hein. De retour. Merci à vous d'avoir regardé cette petite publicité. Donc pour revenir sur la crise du logement neuf, il y a Sabeda qui nous dit que... Donc, elle a été licenciée d'un grand promoteur immobilier. Et en même temps, ce que je comprends pas, Sabeda, tu vois, c'est que tu nous dis, juste avant, tu nous dis, je viens d'être licencié de chez un promoteur immobilier qui a été mis en liquidation judiciaire. Et juste après, tu nous dis, l'immobilier neuf, il n'y a plus de loi de défiscalisation et les prix des logements vont rester hauts. Le monde de l'immobilier, ça va secouer fort ces 5 prochaines années. Tu vois, c'est pas... Ça va pas, en fait. S'il y a des promoteurs qui sont en liquidation judiciaire, c'est bien parce qu'il y a des logements neufs qui ne trouvent pas acheteurs. Il y a des logements vacants, mais il y en a plein. Il y a plein de projets immobiliers, de gros projets immobiliers qui sont là, qui sont construits, qui sont prêts. Clé en main, tu vas, tu rentres, tu vis dedans. Ils ne trouvent pas acheteurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux pas me dire, en plus tu viens d'être licencié. Donc tu peux pas me dire que les prix vont continuer d'augmenter et que c'est pas possible. Et si c'est le cas, si ça augmente, eh ben ça ira à contre-courant de la logique économique. Et donc là, ça voudra dire que les grands promoteurs immobiliers prennent les Français pour des cons, tout simplement.
Parce que je vois pas comment tu pourrais augmenter les prix dans le neuf, tout en sachant que là, il y a de moins en moins d'acheteurs qui vont vers le neuf. Tu vois ce que je veux dire? Que ça soit les promoteurs immobiliers qui vendent voilà, les projets immobiliers, les appartements, etc., ou la construction de maisons individuelles. Voilà. Donc, c'est pas possible. Il n'y a pas de cohérence, quoi, tu vois. Donc tu nous dis, j'y ai passé mes 15 dernières années. Je pense que tu te trompes au niveau de l'immobilier neuf. Il y a une telle inertie entre le moment où tu achètes le terrain, les prix des matières premières ont explosé et cela ne va pas s'arrêter. Mais ça encore, c'est faux, Sabeda. Parce que je fais des travaux en ce moment chez moi et les artisans me disent que le prix des matières premières baisse. L'aluminium, par exemple, coûtait très très cher en début d'année 2023, mais là déjà, ça diminue. Donc l'aluminium, c'est quoi? Ça concerne qui? Ça concerne les plombiers, ça concerne les menuisiers, ça concerne plein de choses. Les parpaings, par exemple, pour les maçons aussi. Les parpaings, ce n'a pas... Un parpaing que tu vas acheter là en 2023, tu le payes pas 10 fois plus cher qu'en 2021. Tout a augmenté, mais sur une période très courte. Cette fameuse période 2021-2022, inflationniste, crise en Ukraine, etc. Notamment sur les matières premières, l'acier, l'aluminium et compagnie. Mais là, ça rediminue, ça rebaisse. Là, les artisans, ils me le disent. On fait des travaux, ça Sabeda, chez nous. On fait des travaux, donc tu peux pas me dire que si ça baisse pour les petits artisans de ma campagne, ça baisse pas pour les gros promoteurs immobiliers. C'est pas possible. Bien évidemment que ça baisse. Bien évidemment, ça te coûte moins cher de faire du ciment en septembre 2023 qu'en janvier 2023. Bien évidemment. Donc, mais voilà, tu vois ce que je veux dire? Alors tu nous dis, oui, effectivement, les prix baissent, mais là, nous, on vend des produits négociés en 2022. Oui, mais ça, c'est leur affaire. Ça, c'est leur affaire aux grands promoteurs. Mais donc, mais il faut effectivement ça va rester haut, peut-être, si tu veux, ça va rester haut, là, l'année prochaine, le temps qu'ils se retombent sur leurs pieds, tu vois ce que je veux dire? Mais dans 5 ans, à un moment donné, ça va... Ils vont bien se rendre compte qu'ils n'arrivent pas à vendre leur appart, les mecs. Ils n'arrivent pas à vendre leur appart, ils ont acheté trop cher, ils ont construit trop cher, il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'acheteurs. Ils vont faire quoi? Bouygues Immobilier et compagnie, ils vont vendre moins cher. Tu vois? C'est évident. C'est évident qu'ils vont vendre moins cher. Alors oui, t'as raison, Sabeda. Oui, là, il y a Dadi qui dit « Je confirme, je travaille pour un groupe qui fabrique des matériaux pour la construction et les prix baissent. » Après, Sabeda, t'as raison, oui, les prix qui baissent maintenant, les grands promoteurs immobiliers, ils ont encore des stocks, ils ont encore effectivement négocié des prix, comme tu le dis, en 2022 et tout ça. Mais ça, c'est leur affaire, tant pis pour eux. C'est exactement la même chose que la grande distribution, qui à un moment donné se retrouve avec des trucs, dans des produits qu'ils ont achetés, ou comme pour le carburant, à un moment donné, ils ont acheté à des prix beaucoup trop élevés, ils n'arrivent pas à écouler. Bah, à un moment donné, tu n'arrives pas à écouler ta marchandise, ou tu as construit trop cher, tant pis pour toi, tu marges moins. Ou tu licencies, c'est triste à dire, Sabeda, mais voilà, si tu as été licencié par ton groupe, tu nous as pas dit c'était quel groupe d'ailleurs qui a été mis en liquidation judiciaire. Mais moi je pense que le marché du neuf là, ouais, il y a une petite crise dans le marché du neuf parce qu'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs. Tu vois? Il y a Dadi qui dit aussi, les prix ont baissé, que ce soit nos prix d'achat de matières premières, pour l'acier notamment, que nos prix de vente. Nos marges ont également baissé, car on avait acheté l'acier cher au premier semestre de l'année dernière. Ben voilà, Dadi. Ah, Dadi, tu résumes ce que je dis. Tu as acheté cher en 2022, tant pis pour toi. Tu vends en baissant ta marge. Mais tu es obligé de baisser tes prix. Tu es obligé. Donc les mecs, les promoteurs immobiliers, ils ne peuvent pas, là, en septembre 2023, dire les prix ne vont pas baisser. C'est impossible. Ils n'arrivent pas à vendre. Ils n'arrivent pas à vendre. Donc, tu n'arrives pas à vendre. Tu ne peux pas dire aux Français, les prix vont rester comme ils sont. Tu n'arrives pas à vendre. Tu licencies des gens. Sabeda, tu as été licencié. Tu n'es sûrement pas la seule. À un moment donné, tu es obligé, quoi. Tu es obligé de baisser. Et l'immobilier, c'est un monde, moi, qui m'a toujours fasciné. Je vais vous raconter une histoire, une anecdote juste avant la pub. Quand on voulait acheter notre appartement dans le sud à Perpignan, on avait fait 5 ou 6 agences de immobilières. Et il y a une agence immobilière qui nous avait vendu...
Enfin, pas vendu, on avait fait plusieurs visites avec cette agence. C'était une jeune de 23, 24 ans, là, qui devait sortir de son BTS immobilier. Et on avait vu aussi le directeur de l'agence. Une tête de mafieux, de requin, etc. Et on n'a pas acheté, du coup, parce que je sentais pas ce gars-là. Et au final... Mais non, mais je vous dis des bêtises, on a acheté chez ce gars-là, je suis complètement con. On a acheté chez ce gars-là. C'était l'appartement qu'on voulait, on a acheté chez ce gars-là, donc c'est pour ça qu'on a vu le directeur de l'agence. Directeur de l'agence, et tout mielleux, tout machin, etc. Monsieur, madame, Bati, valet, il nous a pas offert la bouteille de champagne, mais voilà, ça c'est l'immobilier. On signe chez le notaire, il vient, il prend son chèque, il s'en va. Ensuite, on le revoit plus, bien évidemment, les agences immobilières. Quelques années après, on a projet d'acheter avec Bibou une petite résidence secondaire, on se lance dans le processus, etc. On regarde le privé, le neuf, les appartements neufs notamment, et puis l'ancien. Et là, je vais à Bouygues Immobilier. Je me dis, tiens, il y a des projets, un gros promoteur immobilier, Bouygues Immobilier, ils avaient un gros projet, magnifique résidence en bord de mer, au Barcarès, c'était vraiment beau, pas beaucoup d'étages, je crois qu'il y avait 5 ou 6 étages, voilà, super résidence avec toutes les infrastructures et tout ça, et puis salle de sport, tennis, piscine et tout, et puis les prix étaient corrects. Et puis en plus, tu avais de la défiscalisation possible, etc. dans le neuf, je sais plus avec quelle loi, tu vois. Et là, je prends rendez-vous avec le conseiller Bouygues et tout, je regarde son nom, je dis putain, ce nom, il me dit quelque chose, quoi. Et là, j'arrive. Et puis là, et ce mec-là, il me contacte. Enfin, je le contacte une première fois, et puis je lui dis, bon, ouais, bah pourquoi pas, mais j'étais pas encore chaud. Comme tous les commerciaux, comme tous les agents immobiliers, comme tous les commerciaux de toutes les entreprises, ils me relancent. Ah, c'est la base du commercial. Mais j'ai horreur des commerciaux. Ils me relancent une fois. Je réponds pas. 2 fois, je réponds pas. Ils m'envoient des mails, je réponds pas. Je réponds plus, parce qu'en fait, j'avais abandonné le projet. Quelques mois après, je me remets dans le projet, j'avais la tête plus dedans, je me dis, allez, je recontacte un peu, je revois les agences. Tiens, Bouygues, ah ouais, c'était intéressant ce projet, hop. Je recontacte le mec, il me rappelle direct. C'était le même gars, Alors qu'il m'avait fait plusieurs relances, j'avais pas donné suite, Moi, si je suis commercial, j'ai une liste rouge ou une liste noire avec les clients qui... Et j'ai relancé ce client 20 fois, ne m'a pas rappelé, c'est un con, et puis il va jamais conclure la vente, quoi que ce... Bon, non, mais je le rappelle, il me rappelle direct, le mec. Je prends rendez-vous, j'arrive devant lui, qui est-ce que je vois? Bah évidemment, le fameux directeur de l'agence qui m'avait vendu mon appartement il y a 5 ou 6 ans en arrière. Évidemment, il ne me reconnaît pas. Mon nom de famille ne lui dit rien, alors que j'ai un nom de famille italien, à consonance italienne, donc... Et là, je l'écoute parler, et puis là, je repense à il y a 6 ans en arrière, et je me dis, mais en fait, il est en train de me sortir le même discours. Exactement du copier-coller, je vous jure, Il me vendait son appartement neuf exactement comme il m'avait vendu son appartement ancien qu'on avait acheté. Sauf que l'appartement ancien, moi, c'était le coup de cœur, avec Bibou, on voulait l'acheter, mais il m'a fait le même discours. Après, plus les autres avantages du neuf, fiscal et compagnie. Et encore non, pour la fiscalité, il m'a dit, j'ai un collègue spécialisé en fiscalité qui pourra vous recevoir si vous le souhaitez plus tard. Mais c'est un monde, tout ça pour vous dire, l'immobilier, où en fait, les gens vont toujours vous dire, comme l'a dit tout à l'heure une abonnée, faut acheter maintenant et pas demain. Les gens vont toujours vous dire, ça va être la crise bientôt. Les gens vont toujours vous dire, ça c'est une opportunité en or. Tout ça pour résumer que si vous avez envie d'acheter votre résidence principale, achetez-la. Achetez-la, attendez d'avoir le coup de cœur. N'écoutez pas ce que les agents immobiliers vous disent. Focalisez-vous sur le bien. Faites des visites avec vos parents, avec vos amis. C'est eux qui vont vous dire si c'est un bon achat, si c'est un bon plan. Allez sur Internet, regardez les taux, etc. Comparez les taux. Ce que l'agent immobilier va vous dire, vous n'en avez rien à faire. Sauf s'il vous dit, le vendeur est pressé de vendre,
on peut baisser facilement de 20%. Dans ce cas-là, ouais, vous pouvez vous dire, allez, je me mets la tête dedans, pourquoi pas me bouger un peu et ouais, l'agent immobilier, là, il va m'aider à gagner de l'argent. Mais c'est tout, voilà. Il joue sur une potentielle urgence pour forcer la main, comme le dit Maza, voilà. L'immobilier, ça doit être quelque chose que vous devez décider de faire. Après, si vous mettez un petit coup de pression en mode les vendeurs sont pressés, on peut baisser facile de 20%, allez, pourquoi pas, allez-y. Mais dans ce cas-là, essayez de baisser de 30%, hein. Alors, tentez. Ça peut, hein. Mais tout ça pour dire que, pour moi, l'immobilier, les prix vont baisser, je vois pas pourquoi... économiquement parlant, je vois pas pourquoi ça... Et si les prix ne baissent pas dans le neuf, je le redis à Sabeda, pour moi, ce serait une honte. Ça serait une honte. Voilà. Il y a Daddy qui travaille, je rappelle Daddy, dans une société qui fabrique des matériaux de construction. Elle nous dit, à l'époque, la société souhaitait garantir les stocks. Donc on a acheté en masse à un prix très cher. C'est le jeu, effectivement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus que l'accalmie au niveau de la consommation dure trop longtemps encore. Effectivement, voilà, t'as raison Daddy, c'est le jeu. C'est en ce moment, on est dans une période un peu de crise, où les gens consomment moins, où les entreprises ont besoin de vendre parce qu'ils ont acheté cher des stocks avant. Il y a des entreprises qui sont en liquidation judiciaire, etc. Mais voilà, c'est une période où, bah ouais, c'est le jeu. Il y a des entreprises qui vont fermer, il y a des entreprises qui vont tirer leur épingle du jeu. Mais en immobilier, voilà. Vous affolez pas. Il y a Céline qui dit « Ma mère a un terrain dans le 74, il fait 600 mètres carrés et il ne se vend pas. Il est au prix juste du mètre carré de la ville. » Les gens n'achètent pas. Faut baisser les prix. Les prix baissent. Les prix ont baissé de 8% à Paris. Les prix baissent en moyenne de 10% là dans certaines villes. Les prix vont baisser. Et si ça baisse pas dans le neuf, je le répète, je ne comprendrai pas pourquoi. Voilà. Sabeda, on en reparlera, hein. Mais ça m'étonne, ton point de vue m'étonne beaucoup, surtout pour quelqu'un qui vient d'être licencié du fait d'une baisse d'activité quand même. Donc ton point de vue m'étonne beaucoup. Je pense que tu as été un peu immobilier washé par le secteur. Et que donc tu es encore dans ce fameux moule de les prix augmentent, les prix vont augmenter, c'est ce qu'on entend tout le temps dans l'immobilier. Et... Voilà, alors que c'est pas mon avis. Merci Inohashi de m'avoir envoyé ton budget. Je vais vous laisser les amis et je vais conclure en vous disant, comme Inohashi, n'hésitez pas à m'envoyer votre budget par mail. Donc l'adresse mail c'est jujubabycontact@gmail.com. Je vous reprécise que tous ceux qui m'ont envoyé votre budget sur Instagram, je ne le vois plus, je n'y ai plus accès. Voilà. Daddy, c'était quoi ta question plus haut ? Attends, vas-y, refais-moi un copier-coller. Je la vois plus. Refais-moi un copier-coller, attends, sinon je vais essayer de la trouver. Mais si tu peux la trouver avant moi. Ah, voilà. Ok, c'est bon, je l'ai trouvée. Attends, je fais un copier-coller et je la note. Pour la prochaine fois, Daddy, c'est noté. La question de Daddy, c'était, enfin c'est, et on la fera la semaine prochaine. Est-ce que tu trouves intéressant, Babou, lors d'une grosse rentrée d'argent, de réinjecter ses liquidités dans son crédit immobilier pour diminuer la mensualité? Ah, mais oui, mais j'avais pas déjà répondu à cette question, Daddy? J'ai pas déjà répondu à ta question la semaine dernière? Mais on pourra en reparler, vendredi soir, Camilab, le live Asmat, ça sera une foire aux questions sur les Asmat, effectivement. Et on a déjà plein de questions hein, sur les Asmat. Hein. Camille, je peux pas te dire combien on en a, mais on en a déjà plein de questions sur les Asmat. Donc toi, tu es Asmat, donc tu pourras être là pour y répondre. Des questions de parents, des questions d'Asmat, etc., etc. Plein de choses comme ça. Et après, ça sera une discussion hein, autour de l'argent, autour des contrats, autour des parents, autour du métier d'assistante maternelle, des impôts peut-être, des nouvelles façons, nouvelles pratiques, des anciennes Asmat, des nouvelles, des MAM, des différences avec les crèches. Il y a plein de questions comme ça, Camille. Et voilà, on fera ça vendredi soir. J'espère qu'on réussira à pas trop se perdre et qu'on réussira à tenir les 1h30. Zelda Licorne, j'ai noté ta question sur le PER. J'en ai déjà parlé du PER, mais si tu veux, je pourrais refaire un point.
mardi prochain peut-être, ou mardi suivant, un peu ce que je pense de ce produit d'épargne. On pourra en reparler. Et donc très rapidement, juste pour le budget, je vous le redis, si vous m'avez envoyé votre budget sur Instagram, j'y ai plus accès, voilà. Tous les messages qui sont plus anciens, j'ai plus accès, je sais pas pourquoi. Et puis de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est pas très pratique pour moi en fait par Instagram, message privé, c'est difficile. Donc vous avez l'adresse mail, c'est jujubabycontact@gmail.com. Qu'est-ce qu'il faut me mettre dans votre budget? Il faut me mettre vos salaires. Salaire, revenu, donc c'est salaire, revenu d'auto-entrepreneur, aide sociale de la CAF, aide familiale de papa, maman, et également vos revenus fonciers si vous en avez, si vous avez des SCPI, si vous êtes propriétaire bailleur d'un studio ou autre, tous vos revenus. Et ensuite, toutes vos dépenses. Vous essayez de me les classer, idéalement avec les plus grosses dépenses en mode courses, carburant, loyer, crédit immobilier, etc., etc., toutes vos factures, voilà. Essayez de... Soit vous me les regroupez, vous me mettez, toutes mes factures, toutes mes dépenses, c'est tant, et vous pouvez aussi me les détailler. Parce que si vous me détaillez, et que vous me dites, je dépense tant en électricité, tant en shopping, tant en alimentation, tant en crédit auto, tant en mutuelle, tant en assurance auto, si vous arrivez à me détailler ça, moi, ça me permet de mettre le doigt sur, là, tu dépenses trop dans ton assurance auto. Là, tu dépenses trop dans ton crédit auto. Là, tu dépenses peut-être trop dans ton... je sais pas. Bref, vous avez compris l'idée. Et dites-moi aussi où vous habitez, parce que ça permet des fois pour les loyers de voir un peu tout ça. Et que vous soyez dans le besoin, dans le rouge régulièrement, ou que vous vous en sortiez très bien. Si vous en sortez très bien, envoyez-moi aussi votre budget. Parce que vous pourrez être l'exemple pour d'autres. Et votre budget pourra en aider d'autres. C'est un peu le petit cercle vertueux que j'essaye de mettre en place. Voilà. Voyageuse compulsive qui dit « J'ai changé d'assurance auto suite à tes recommandations, et aussi de mutuelle et de banque. » Oula, t'as fait 3 changements. Non, ça fait 4. 3. Écoute, ça c'est cool. Ça fait plaisir, voyageuse compulsive, de voir que t'as fait 3 changements importants, parce que quand même, mutuelle, assurance auto et banque, c'est pas de petits changements. Hein. Là, t'as pas juste fait un petit arbitrage dans tes courses et dans ton alimentation. T'as fait un gros truc. Daddy aussi a changé d'assurance auto. Voilà, ça c'est cool. Donc ça, c'est grâce à vos budgets. Hein. Donc là, merci à Inohashi qui m'a envoyé son budget. Là, je viens de le recevoir. Merci à toi. J'ai également reçu le budget d'une Française qui est expatriée au Vietnam et qui m'a envoyé son budget. Et c'est très intéressant aussi de voir les différences de mode de vie de Français à l'étranger aussi. Moi, ça j'aime bien aussi analyser ça, et donc là, je vais le faire. Une expat qui est au Vietnam et qui est professeur d'université au Vietnam. Donc je le répète, que vous soyez dans le rouge à la fin du mois ou que vous vous en sortiez très bien, dites-le moi. Parce que si vous en sortez très bien, ça permettra de détailler comment vous épargnez. Et là, ça peut être révélateur pour plein de gens qui disent « Ah mais ouais, mais elle est trop forte, elle, putain, mais elle a le courage de faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, mais c'est trop cool !» Donc si vous êtes aussi très bon dans votre gestion de budget, vous m'envoyez votre budget et vous me détaillez tout ce que vous faites niveau épargne et investissement. Si vous voulez que ça soit anonyme, ça restera anonyme. Vous allez vous reconnaître quand je vais parler de votre cas, mais ça peut rester anonyme, bien évidemment. Ok? Pas de souci, vous me mettez dans le... Puis de toute façon, si je dis Nathalie, je vais pas dire votre nom de famille, quoi. Voilà, donc... ok? Ça marche. Bon, je vous fais des gros bisous. Passez un bon après-midi et bon appétit. Et moi, je vous donne rendez-vous jeudi soir pour un live actu, jeudi soir 20h30. Ça roule? Et Sabeda, on reparlera de l'immobilier. Sabeda qui était sous la douche. On en reparle de tout ça. Bon, allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé ce live et ce replay. Mettez le pouce sur YouTube, s'il vous plaît. C'est une obligation. Vous mettez le pouce sur YouTube, d'accord? Et vous commentez aussi sur YouTube. Allez, ciao. À très vite. Bisous, bisous.